nos traditions, et on parlait, je ne sais pas exactement, de politique, on parlait, et d'un seul coup, dans ce dîner, je crois que c'était lui, c'était un scientifique maintenant dans la politique, il a dit, écoute, tout ce que tu as fait dans le journal et maintenant à l'université, c'est arrivé le moment peut-être de faire une réflexion et une action, comme vient de dire, sur la relation de la science dans la société. Et de ce déjeuner a surgi l'idée de créer un observatoire dans l'université. Il, évidemment, a dit, bon, tu auras un budget, tu crois que ton université voudra faire ça? Oui, oui, il voudra faire, parce que c'est une université agile. Je parlais avec le recteur et ça a abouti avec un accord institutionnel entre le gouvernement catalan et mon université pour créer un observatoire de la communication scientifique dans les études de communication et évidemment avec un budget minimal pour pouvoir travailler et débuter. Et l'université aussi nous a aidés, pas avec l'argent, mais avec toute l'infrastructure de secrétariat, d'espace, enfin, tout ça. Non? Ça a débuté en 1994. Non? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne vais pas faire la trajectoire. Après, si vous voulez aussi personnellement, je peux répondre à votre question. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cet observatoire? On fait 5 choses. On fait évidemment 2 choses qui sont consubstantielles à l'université. On fait la formation et la recherche. On fait la formation avec une matière dans les études réglées de journalisme où j'ai continué à enseigner le journalisme scientifique. Il y a une collaboratrice qui est médecin à l'origine, mais recyclée à la communication, qui fait la communication scientifique dans la faculté de biologie et de médecine. Elle enseigne aux futurs scientifiques et médecins les enjeux de la communication stratégique à la société. Et on fait de la recherche, analyse, surtout. Bon, la définition de l'observatoire, c'est l'analyse de la transmission de la connaissance scientifique à la société. Ça, c'est la définition de l'observatoire. Et dans cette analyse, évidemment, les médias occupent un lieu central dans cette analyse. Mais pas seulement, aussi le musée et aussi le contact direct des scientifiques à travers le congrès, avec la société. Alors, on fait un peu l'analyse, et c'est une plateforme aussi, où on fait aussi cette analyse qui est, comme vous pouvez vous imaginer, très dynamique. Depuis 15 ans, ça a évolué beaucoup. Il fait 15 ans, à peine débuté Internet. Maintenant, Internet est partout dans cette communication. Juste maintenant aussi, il y a un grand débat dans le domaine scientifique, parce que l'intermédiation classique du journalisme, pas seulement dans le domaine scientifique, est complètement brisée. Maintenant, les sources d'information et les sources de réception de cette information peuvent se mettre directement en contact. Ils se mettent directement en contact. Le groupe de patients, les universités. Il y a un exemple très récent les 40 universités plus importantes, un des 40 universités plus importantes des États-Unis, mais Stanford, Berkeley, tous ces noms Cornell, McGill, aussi, ils ont mis ensemble une plateforme de communication, mais ils ont ces départements individuels pour connecter avec le public et avec les journalistes, mais ils ont décidé de faire une plateforme, ça s'appelle futurity.org, si vous voulez la voir, où elles mettent ensemble toute la connaissance qui est gérée dans cette université avec la volonté de la mettre en direct au public, avec une force, comme vous pouvez vous imaginer, quand on utilise ces noms. Alors, recherche très dynamique, surtout dans le domaine des médias, action, aussi dans l'observatoire, on fait l'agite propre, comme vous dites, je crois, non? On peut, hein? C'est même un argot. On organise des débats, mais pas seulement des débats, disons, universitaires, ou des débats sociétals, de tout ce qui se passe avec les transgéniques, avec la nanotechnologie. On fait des cafés scientifiques, on fait beaucoup de choses qui sont faites, mais d'une façon plus organisée depuis l'université. Je vais parler de 5 domaines.
3, formation, recherche, action. Le 4e, c'est conseil institutionnel. Peu à peu, par notre origine et naissance, l'Observatoire est aussi une plateforme de conseil institutionnel pour l'administration. Par exemple, depuis 12 ans, grâce à une fondation locale, parce qu'on a cherché après le budget initial, évidemment, on a dû chercher, comme on dit nous, on a dû chercher la vie, notre vie, non, et amplifier le domaine. Avec une fondation, on fait l'analyse de comment les nouvelles de sciences, de médecine et de santé sont transmises à la société à travers les 5 journaux les plus importants de l'Espagne par son audience. Non? Alors, depuis 12 ans, on fait un rapport chaque année, et de ce rapport, comme vous pouvez vous imaginer, on travaille sectoriellement, avec des domaines. Par exemple, maintenant, avec la grippe, on est en train de travailler, et au mois d'avril, il y aura un dossier où on fera l'analyse, pas médicale, communicationnelle, de que s'est-il passé avec cette grippe, comme vous pouvez vous imaginer, où il y a eu aussi une responsabilité très importante des médias, de la façon de... Parce que malgré qu'on veuille ou on ne veuille pas, les médias sont aussi un facteur de culturisation de la société. Ce n'est pas notre objectif. Nous, c'est l'information. Mais, on le veuille ou on ne le veuille pas, pour 90% des gens qui sont là dehors, dans la rue, pas dans ce contexte, mais pour les gens, et même pour nous aussi, la formation continuelle au long de notre vie, pour bien et pour le mal, c'est les médias, la télévision surtout, et maintenant plus Internet. Alors on fait ce conseil institutionnel. La semaine prochaine, on présente un document sur les risques de la sécurité alimentaire et la communication, qui a été financé par le gouvernement autonome. Évidemment, si le gouvernement autonome a créé cette plateforme, le gouvernement autonome, il nous utilise pour faire des dossiers comme ça, surtout dans les domaines de la santé et un peu moins dans l'environnement. Surtout dans la santé, c'est aussi par des raisons personnelles, parce que comme la co-directrice, il faut dire la sous-directrice, mais en réalité la co-directrice, on est tous les deux à diriger l'observatoire, où on travaille 8 personnes en ce moment. C'est une personne qui vient du monde de la médecine. Alors, et le cinquième objectif, très important aussi, l'Observatoire travaille comme couveuse professionnelle. Hein? Professionnelle dans le domaine de la culture scientifique. Parce que, j'avais oublié de le dire, dans le domaine de la formation, en 1995, on a créé un master en communication scientifique, médicale et environnementale et technologique. Quand on parle de scientifique, on parle de tout ça, comme vous savez. Et en même temps, hier on parlait au soir, je ne sais pas si je peux le faire maintenant, non, on parlait au soir, parce qu'on dit parfois qu'on parle pas avant et on ne le parle pas après, comme ça. On parlait de cette idée de que parfois, ce n'est pas la demande sociale, c'est parfois l'offre. Et le rapport, on a créé une plateforme avec le master, avec l'observatoire, on a commencé à agiter la société un peu avec ça, d'une façon structurée, avec les potentialités qui donnent une université agile et un gouvernement qui nous aide, qui n'intervient pas, mais qui nous aide d'une façon très, très claire. Alors on est très présent dans notre petite société de la culture scientifique à Barcelone et en Catalogne et un peu aussi en Espagne. Et alors, dans ce coup, on a vu, c'était peut-être aussi the right moment in the right place. Non? Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais je crois que c'est très clair. Il y a eu une éclosion du monde de la communication aussi institutionnelle. Les universités qui avaient des départements de communication, disons politiques, ont commencé à incorporer des gens spécialisés en la communication scientifique parce qu'ils ont vu que c'était très important d'avoir ces rapports vers la société, vers les médias et vers la société, parce qu'il y a aussi une compétitivité entre les universités, il faut tout dire. Alors maintenant, dans presque toutes les universités catalanes, et même dans les autres espagnoles, il y a des gens qui sont passés par ces masters et qui ont collaboré avec l'Observatoire à un moment donné. Dans les hôpitaux, il y a des
des gens qui sont dans la communication, mais pas dans la communication de public relations, dans la communication pure et dure de qu'est-ce qu'ils font du point de vue clinique, médical et aussi scientifique dans ces hôpitaux et évidemment dans les industries. Alors, peu à peu, en même temps qu'il y a eu cette éclosion communicationnelle de ce besoin stratégique de la communication, comme Dominique Volton l'explique très bien dans ce livre, c'est une autre référence aussi pour moi, française, il y a eu cet observatoire qui pouvait couver des gens jeunes et pas si jeunes, parce qu'il faut dire que dans ce master de communication scientifique, et c'est très intéressant, 2/3 des personnes, il y a entre 25 et 30 personnes chaque année qui font ce master, 2/3, ce sont des scientifiques. Ce sont des scientifiques, 2/3. Hein, et un tiers, c'est des gens de sciences sociales, comme on dit, surtout des journalistes et de communication, mais aussi des sociologues, ou des philosophes, ou des historiens. Mais 2/3, c'est des scientifiques qui ont le besoin de voir l'utile de la communication scientifique, et en même temps, peut-être certains se recyclent parce qu'ils voient des opportunités professionnelles. Alors, tout ça qui s'est structuré dans un domaine très local, mais qui a commencé à irradier un peu dans mon pays, a coïncidé aussi avec la stratégie européenne. Et je crois qu'on est aussi aujourd'hui ici à cause de ça. Parce que, comme vous savez très bien, dans la réunion de Lisbonne de l'année 2000, s'est établie une stratégie très claire pour le développement de la science, de la technologie et l'innovation comme un axe vertébral, central de la société européenne. Ça a été toujours comme ça. Dans ce contexte, vous savez très bien que la science a été toujours un moteur économique, un moteur social. Mais maintenant, c'est défini par la Commission européenne comme un enjeu stratégique de faire de l'Europe une société compétente vis-à-vis japonais, asiatiques, chinois et évidemment avec cette concurrence de l'Amérique aussi. Et pour pouvoir réussir cette compétence, dans le centre, c'est le changement de modèle économique, culturel et social, qui coïncide maintenant avec ces problèmes de la crise financière, mais qu'en réalité, derrière, il y a une crise très forte du modèle sociétal, parce que ce n'est pas une crise seulement financière, c'est une crise qui répond à un modèle. Je ne vais pas m'extendre, expliquer tout ça, mais alors, avec cette Lisbonne, c'est devenu stratégique, mais il faut dire qu'on a ajouté un catalyseur à cette équation critique qui est la recherche, le développement et l'innovation. C'est un catalyseur qui commence par C. C'est le C de la communication, de la culture, de la créativité. Et le C en français et en espagnol va très bien. En anglais, pas tellement, parce que knowledge, connaissance, c'est pas la même chose. Et alors, en 2002, est né le plan d'action sciences et société dans la Commission européenne, avec des recommandations pour tous les pays, pour le gouvernement. Alors, ça a commencé dans la base, et maintenant c'est devenu en haut, comme un enjeu stratégique de dire qu'il faut faire de la promotion de la culture scientifique. Après, chaque pays fait ce qu'il veut. C'est très bien comment fonctionne la Commission européenne. Et en 2002, on est ça, on est le plan d'action sciences et société, et j'ai participé à ce moment-là à un benchmarking sur le problème qui y avait de développer ça. Et justement, en 2007, tout ça c'était dans le 6e programme cadre de la Commission européenne, tout ça dans le domaine de la Direction générale de recherche, et maintenant dans le programme 2007, Science in Society, maintenant c'est plus Science et Société, c'était comme une dichotomie, maintenant c'est le concept de la science dans la société, est devenu aussi, et va devenir encore plus. On vient de publier on a fait un deuxième document il vient de sortir au mois de septembre, tout nouveau, il s'appelle Challenging the Futures of Science in Society, Challenging the Future of Science in Society, si vous mettez ça dans Google, vous le trouverez très facilement dans la commission, où on fait un peu la projection
de ce qui va devenir tous ces domaines de Science in Society, où la communication occupe un lieu central. Alors, il faudra observer comment l'intention européenne atterrit dans chaque territoire, à la fois physique et de travail, hein, parce que ça, c'est la grande question. Mais vous avez quand même absolument raison de nous dire cela, c'est-à-dire de nous faire comprendre qu'il y a là des enjeux qui peuvent être partagés à ce niveau européen. Alors, on parle même d'un modèle, dans ce document, on parle d'un modèle européen de Science in Society. C'est très intéressant. Ben, l'Europe, quand on écoute les gens qui disent « Pourquoi je m'intéresse à l'Europe ?», on écoutait dans l'émission de Mathieu Vidard l'après-midi à France Inter, un chercheur français qui est aux États-Unis, et il disait ceci: « Ce qui me manque, c'est les valeurs du modèle européen. » Et ça, je crois que c'est évidemment une question tout à fait essentielle. Et les activités qui sont en jeu là dans ces rencontres produisent aussi des valeurs. Et par votre tradition, les Français, vous avez beaucoup à dire à ça. Oui, tout à fait. Mais il faut le dire modestement et ne pas donner le sentiment que c'est les Français qui vont changer le modèle économique, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, Vladimir de Semir a mis l'accent quand même sur, je dirais, un peu la dimension politique de tout ce que nous avons entendu depuis le début. Hein. Alors, nous allons ouvrir le débat, je vous propose surtout de tirer parti de la présence de nos amis là, à cette table. Peut-être si vous avez des témoignages qui vont qui alimentent leur réflexion. Moi, je pense qu'on a beaucoup à tirer. Je ne sais pas ce qu'en pense Louis-Jean, mais on a beaucoup à tirer de ce qui a été dit là jusqu'à maintenant. Vous avez la parole. Est-ce qu'il y a un système de micro-baladeurs ? Oui. Il y a un système de micro-baladeurs. Formidable. Je vais vous demander de ne pas utiliser vos micros sur les consoles. Alors, qui souhaite là participer à un échange avec les intervenants ou poser les questions, évidemment, voilà. Oui, devant la parole, voilà, à Monsieur de Caris. Nous avons entendu plusieurs. Parlez bien fort dans le micro. Nous avons entendu plusieurs systèmes, plusieurs modèles d'observatoires de différents. La question que je me posais, c'est comment peut-on s'assurer, ne le prenez pas mal, mais c'est une question quand même que je trouve importante, de la fiabilité des conclusions de ces différents observatoires. C'est quand même une question importante. Et si on veut que les pouvoirs publics s'appuient sur ce que les observatoires présentent, il faut quand même être sûr de cela. Et puis, ce que vous nous avez présenté de Barcelone m'a paru répondre en large partie à cette question, parce que c'est basé sur les méthodes de la formation et de la recherche dont on connaît il y a un débat continuel. Absolument. Et c'est ça qui permet... Une révision continuelle. C'est ça, me semble-t-il, qui permet de répondre en large partie à cette question sur la fiabilité. Donc je crois que c'est un observatoire laboratoire qui me paraît avoir répondu en large partie à cette question, c'est-à-dire que ce soit une approche scientifique, science dans la société, enfin, c'est véritablement une approche scientifique que vous nous avez présentée qui m'a paru à cet égard intéressant, mais évidemment ambitieux, puisque c'est véritablement développer un véritable laboratoire de recherche autour de cet observatoire. Au début, le nom c'était laboratoire. Et au début, oui, mais après on a changé parce qu'on voyait qu'on voulait aller un peu plus loin avec l'action et avec la... Alors, on a... Un laboratoire, c'est quand même d'étudier la réalité, donc d'observer ce qui se passe. Donc je crois que vous avez répondu, enfin pour moi qui crois aux méthodes de la recherche,
Alors, Dominique Jutras a justement abordé cela avec les deux termes, hein, fiabilité et pertinence. Et alors, présence de la recherche aussi, présence justement, vous parliez de la recherche en sciences sociales, sur toutes ces questions, elle est essentielle. Et puis, interactivité, puisque c'est un peu ce qui vient d'être évoqué. Est-ce que c'est bien ça, je dirais, les conditions de la fiabilité et de la pertinence? Oui, effectivement, je n'avais pas développé sur l'aspect fiabilité. Nous sommes logés, il y a deux dimensions. Celle avec le travail avec les chercheurs universitaires, bien sûr, ça nous donne une base, un appui, des cadres théoriques, des cadres conceptuels d'intervention. Mais par ailleurs, nous sommes basés à l'Institut de la statistique du Québec. Donc, l'Institut de la statistique, c'est l'équivalent de l'INSEE. Et en ça, c'est donc deux modèles un peu différents, mais M. Rizzardo a évoqué le DEPS, ici en France, le département d'études prospectives et statistiques. Ici, vous avez un système qui est décentralisé de statistiques. Donc, l'INSEE délègue des chercheurs au sein du DEPS, alors que nous sommes à l'intérieur de l'Institut de la statistique. Ouais. Donc, de ce côté-là, la fiabilité, on utilise les modèles classiques, standards de production statistique. C'est l'organisme officiel. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on se sent et on rassure tout notre monde au niveau de la qualité et de la fiabilité des données. Régis Dick, est-ce que vous confirmez cette dimension, justement, place de la recherche et interactivité autour de ce terme de fiabilité? Parce que, alors, en plus, sur l'environnement, si vous n'êtes pas fiable, ça va faire mal. Hein? Oui, tout à fait. Je confirme effectivement que les acteurs de la recherche, avec notre expérience, nous aident beaucoup à fiabiliser un certain nombre de données. Je vais citer un exemple pour qu'on soit très concret. Hein. On travaille sur des questions aujourd'hui d'adaptation au changement climatique. Donc un sujet qui est assez complexe, assez difficile et qui peut déchaîner aussi un certain nombre d'attentes et générer un certain nombre d'attentes. Et pour ce faire, on travaille avec des laboratoires et des expertises croisées, donc ça c'est très important, mais des expertises réelles en matière de climatologie avec l'Université de Bourgogne, en matière d'hydrologie, toujours avec l'Université de Bourgogne, avec les pédologues des chambres d'agriculture et des universitaires de l'ENESAD. Voilà, donc on s'appuie quand même très largement sur une expertise scientifique qui est assez importante quand même au niveau régional et quand elle n'est pas disponible au niveau national. Un autre élément de fiabilité, je crois très important, mais c'est tout simplement l'ouverture partenariale. C'est de discuter les choses à plusieurs, de les voir ensemble. Je crois qu'il faut aussi presque abandonner l'idée qu'il existerait juste une représentation de la réalité au profit d'une autre idée. C'est qu'il y a peut-être différentes représentations d'une même idée et qu'on peut au moins s'attacher à rester lucide et sincère. Alors plutôt d'objectivité, j'aime bien aussi le mot de sincérité dans nos choix et dans ce qu'on amène. Et puis je me replongeais dans un écrit de mon prédécesseur qui faisait une analogie qui me paraissait tout à fait intéressante, qui répond à la question de la fiabilité. Quand on parle des comptes d'une société, le commissaire aux comptes, il ne parle pas de chiffres et de comptes qui seraient objectifs ou exacts, il parle de comptes qui sont sincères et qui reflètent la réalité de la situation financière d'un organisme. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut également à un moment donné adopter comme position par rapport à nos travaux. Régis dit... Même si la référence prête dans le contexte actuel à sourire. Est-ce qu'il y a de la controverse dans votre démarche, dans vos pratiques? Absolument, et là je crois que l'approche partenariale, encore une fois, ou l'approche ouverte qui vise à mutualiser, à croiser les points de vue est essentielle. Alors, la controverse, je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde. On vient de sortir une publication de synthèse sur la question des pesticides. Voilà, un domaine qui est quand même assez controversé, qu'on a choisi de prendre par la question du risque, hein, des risques, comment maîtriser les risques, qu'est-ce qu'un risque, quels sont les risques et quelles sont les différences entre risques perçus et risques encourus.
Donc pour construire cette expertise collective sur les pesticides, on s'est bien entendu appuyé sur des scientifiques, mais également sur des socioprofessionnels, sur des associations qui chacun ont amené un point de vue qui a enrichi le débat et qui, je pense, a enrichi la fiabilité des données qu'on a pu amener. Vladimir et puis Michel Perron, ensuite on revient dans la salle. Oui, Vladimir. Ah, il faut éteindre le vote, Michel. Voilà. Oui, mesdames. Oui, je crois que c'est essentiel, cette idée de travailler avec la méthodologie scientifique. Faut dire, les scientifiques révisent continuellement la connaissance. Nous, on fait exactement la même chose, malgré qu'on est dans une faculté de communication. On utilise des méthodologies scientifiques et on fait un débat continuel et on essaye aussi... naturellement, vous avez compris aussi qu'on est 8 personnes, 4 personnes plus ou moins fixes et 4 personnes qui roulent, qui sont des gens jeunes qui sont une année avec nous, un peu plus. Mais on travaille avec partenariat, avec des fondations, avec des autres, avec le département scientifique de l'université, des autres universités. Alors, on cherche les experts dans chaque cas pour faire les analyses pertinentes et avec les publications qu'on fait. Et une chose très importante, je crois que c'est aussi pour un observatoire comme celui-ci, cette idée d'aller un peu en avant et voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Parce que, naturellement, on observe le passé, on analyse le passé, on analyse le présent, mais surtout, il faut voir quelles sont un peu les tendances dans le monde de la communication. Par exemple, la semaine dernière, on a fait un débat avec des experts, il va y avoir une publication sur le problème de la santé 2.0. Non? Alors, la façon de communiquer, de vendre des produits, de faire des diagnostics à travers Internet, le veulent ou on ne le veut pas, il est là. Et les gens l'utilisent pour ça. Comment ça change les habitudes, quelle influence ça peut avoir, et alors, dynamique. Michel Perron, ça va? À propos de partenariat, nous avions établi un principe à l'Observatoire des politiques culturelles à sa création. C'est le conseil d'administration qui en avait d'ailleurs débattu. Ne jamais faire soi-même ce que les autres font mieux que nous. Parce que, voilà, le drame, c'est que, on évoquait tout à l'heure, cette obligation de résultat. Allez faire comprendre à des pouvoirs publics qui vous demandent de faire tout de suite... de donner tout de suite des résultats, on leur explique, on leur dit, voilà, ça prend du temps, mais il y en a qui savent mieux faire que nous, et il faut les... Il faut être catalyseur. Tout à fait. Alors, retour dans la salle. Oui, voilà, deux demandes, très bien. Merci. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser deux questions. La première, c'est... Quelle est l'échelle de pertinence en termes de population sur laquelle vous travaillez respectivement? Il n'est pas de même nature de travailler dans un pays de 3 millions d'habitants, 6 millions d'habitants, 50 millions. Alors à l'échelle de la planète, je ne vous en parle pas. Je vous laisse deviner effectivement. Donc l'échelle de pertinence et du même coup, je dirais une petite réaction sur vos outils et l'échelle de pertinence. Et puis ma deuxième question, moi qui suis un peu fanatique de Montesquieu, j'aimerais savoir quel est le degré d'indépendance et comment vous interprétez votre degré d'indépendance. Certes, nous pouvons convenir et nous en sommes parfaitement d'accord. Au-delà de la méthode scientifique et de l'observation, point de salut dans l'intelligence de situation, dans le travail collaboratif. Nous sommes d'accord, la méthode scientifique est effectivement l'outil. Mais quand même, l'indépendance, comment vous la mettez? Merci. Prendre la question suivante. Madame, qui c'est qui a... Voilà. Et ça permet à nos intervenants de regrouper éventuellement. Je vous en prie. Bonjour. Je suis Aline Chabrol et je suis vice-présidente de Planète Science, pour situer un peu. Alors, c'est à travers les différents exposés, il y a des choses qui ont été évoquées et peut-être pas suffisamment précisées, mais peut-être que ça sera traité dans les ateliers. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément... bon. C'est qu'on parle beaucoup de politique culturelle, ce qui est normal, mais on s'aperçoit quand même que aussi il y a une préoccupation de culture, en particulier maintenant scientifique, dans des politiques de cohésion sociale.
hein, et ça, je crois qu'il faut... enfin, c'est un phénomène que l'on voit émerger. À plusieurs reprises, les intervenants ont évoqué le côté relation avec le scolaire, donc où est la frontière avec le monde entre guillemets de l'éducation. Notre collègue catalan, c'est un journaliste scientifique d'origine, et justement la relation de la presse dans tout ce qui est culture scientifique. Quelle est la place, alors là je vais parler pour ma toute petite chapelle, des associations du type Planète Science, Malapat et toutes les autres qui existent. On a beaucoup parlé d'universités. Où se situent les organismes de recherche. Ça, c'est l'exemple, entre autres, en France, hein, qui ont aussi mission de communiquer, de contribuer à cette culture scientifique et technique. Et puis, un mot que vous venez de citer, monsieur Environnement, monsieur Régis Dick, on a évoqué que le public voulait devenir acteur de pouvoir, enfin savoir pour peser. Et une chose qui me paraît étonnante, et vous l'avez cité pour les pesticides, c'est vous abordez ça par la notion de risque. Donc, c'est la réaction du public en ce moment de dire tout ça c'est mauvais, entre guillemets, et au lieu de situer ça comme un des risques, certes, mais l'aborder uniquement par le risque, et ça c'est comment on aborde un sujet vis-à-vis d'un public qui lui-même aujourd'hui est en réaction. Merci beaucoup. Juste une remarque à propos de ce que vous avez dit au tout début, les politiques culturelles. On a une mutation qui s'est opérée au ministère de la Culture. Je le rappelle parce que dans les années 70, avec le Fonds d'intervention culturelle, pour celles et ceux qui l'ont connu, il a été précurseur. Il y a une dizaine de centres de culture scientifique et technique qui ont été créés à l'époque du Fonds d'intervention culturelle, parce que c'était un outil interministériel. Et ce que je constate simplement, c'est que la politique de culture scientifique, technique et de patrimoine, alors ça pose tout le problème du devenir des muséums, elle n'est plus portée par le ministère de la Culture, elle est portée maintenant dans les territoires. Voilà. Mais vous y reviendrez demain avec la table ronde sur les territoires. Alors, échelle de pertinence, degré d'indépendance. Alors là, merci de faire appel à Montesquieu parce que c'est important. Et puis, les questions qui viennent d'être posées, la place de l'éducation. Alors, elle a déjà été évoquée, hein, notamment par Michel Perrault. Voilà. Qui est-ce qui veut... Est-ce que M. Dick, sur la dernière question, celle du risque, en rappelant que le principe de précaution a été inscrit dans la Constitution française, avec tout de même toutes les conséquences que ça peut avoir. Par M. Dick. Très rapidement, juste sur la question des pesticides et du risque, il ne s'est pas agi... dans la première partie de notre document, justement, de faire une estimation du risque pesticide. Ça a été plutôt, justement, une éducation et de vulgariser la notion de risque, justement, en prenant différents exemples de risques, certains réels et fortement et peu perçus, ou d'autres avec une forte perception sociétale, mais avec des aspects scientifiques moins prouvés, avec des risques plus incertains, pour justement resituer un petit peu la problématique des pesticides dans cette question du risque. Donc on a été assez généraliste sur cette question, et c'était plutôt une entrée en matière, plutôt que de passer directement sur quels risques font peser sur votre santé les différentes molécules utilisées dans la composition des pesticides. Je voudrais juste en même temps en profiter, puisque j'ai le micro qui est allumé, pour... Vous avez posé une autre question par rapport à l'éducation et aux associations. Et je crois qu'on a aussi une particularité dans notre observatoire ou dans notre agence, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on allie une fonction d'observatoire, d'observation, à une fonction d'éducation, de formation, et une troisième fonction d'accompagnement des acteurs et des territoires.
Et cette fonction d'éducation et de formation, elle est fondamentale pour nous. Elle se matérialise à travers un partenariat qui est ce qu'on appelle le SPHERE. C'est-à-dire qu'on a choisi en Bourgogne de développer l'éducation à l'environnement à travers la formation de formateurs. Et je voulais revenir un tout petit instant dessus pour dire que là aussi, le partenariat nous amène énormément de choses. On a dans ce partenariat à la fois, bien sûr, des enseignants, l'éducation nationale, des administrations qui ont en charge l'environnement, comme la DIREN, comme l'ADEME sur les aspects énergétiques, mais on a aussi des acteurs qui nous amènent du contenu et du sens. Et je vois présent ici, dans cette salle, Serge Vazac, qui, dans le dernier comité de pilotage, qui est éminemment partenarial, a une question que nous posions aux partenaires qui était comment élargir notre action, comment toucher plus de monde en Bourgogne, où nous y voyons, nous, une réponse en termes de mobilisation supplémentaire, de mettre des moyens supplémentaires d'action. On nous a dit, donnez du sens à votre action. Amenez du sens et vous verrez, les gens viendront. Et on vient d'organiser, il y a 2 jours, un colloque sur l'évaluation des pratiques et l'évaluation des acquis des apprenants en matière d'éducation au développement durable, autant vous dire un sujet coton. On s'est appuyé sur des bases scientifiques et théoriques solides et on a eu un public qui était ravi. Et je crois que c'est M. Vazac qui nous avait dit « Prenez des risques, essayez, osez amener des choses ». Et je crois que ça, c'est une donnée importante qui ne peut venir que dans le cadre d'un partenariat. Merci. On va peut-être. Est-ce qu'il y avait encore éventuellement une question rentrée? Parce qu'on donne la parole aux 3 autres intervenants maintenant. Et ensuite, oui, alors, voilà, brièvement, nos intervenants réagissent et ensuite on enchaîne avec Florence Bellaine. Oui, madame. Oui, bonjour. Je voulais profiter qu'il y ait plusieurs pays représentés à la tribune pour demander s'il serait intéressant d'inclure un benchmarking, comme parlait Vladimir de Semir, sur les pratiques et les objectifs de ces différents observatoires. Est-ce que, à l'occasion, ça sera peut-être évoqué par Florence à la prochaine présentation de l'observatoire, mais comment faire que les freins, enfin les faiblesses et les forces sur lesquelles se sont appuyés les observatoires des autres pays présents puissent aider l'observatoire français à émerger. Louis-Jean, hein, ça c'est une question que vous pourrez intégrer. Monsieur, je vous en prie. Oui, j'arrive d'une province reculée et le jour du lancement de l'observatoire, j'apprends la naissance d'une agence par le représentant donc, du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Alors j'avais une question pour l'ensemble des intervenants. Qu'est-ce que vous pensez de la lenteur des Bourguignons qui mettent 15 ans pour passer d'un observatoire à une agence? Monsieur Régis Dick l'a parfaitement explicité. Et qu'est-ce que vous pensez de l'effet Sarkozy qui fait qu'on bascule d'un observatoire à une agence quasiment dans l'instant? Alors ça, c'est certainement l'objet d'un débat, mais je ne sais pas, ils disent ce qu'ils veulent, et je ne sais pas si nos interlocuteurs extérieurs, étrangers, ont envie de répondre à cette question, mais c'est leur affaire. Alors, Dominique Jutras, c'est un peu là, on essaye de conclure maintenant un peu cette table ronde, donc allez-y, dites ce que vous avez envie aussi de nous dire avant de... Oui, mais quelques éléments de réponse aux 2 questions, entre autres sur la question des politiques culturelles et de la relation avec les organismes de recherche. En fait, on travaille de façon assez rapprochée avec les organismes de recherche qui s'intéressent entre autres aux politiques culturelles. Il y en a quelques-unes chez nous. Il y a une équipe à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, qui s'intéresse beaucoup aux questions de politique culturelle et on travaille de façon très régulière avec eux. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a plein d'options comme ça de travail en collaboration. Sur l'échelle de pertinence par rapport aux populations, évidemment, c'est pas facile à résoudre. C'est sûr que pour nous, de se baser, comme je l'avais expliqué tantôt, je crois, avec les fédérations, les associations professionnelles, les regroupements, il y a une espèce de processus pyramidal qui s'opère pour refaire monter les besoins, etc. Donc, dans un pays comme la France, j'ignore effectivement, je ne connais pas suffisamment toutes les fédérations, toutes les organisations, mais j'ai cru comprendre aussi
qu'il y avait un travail qui a été fait déjà par l'OCIM à ce niveau-là pour un peu faire un inventaire, et je crois que ça est une façon assez intéressante de mettre les bases pour arriver à établir une question d'échelle de pertinence. Et le degré d'indépendance, c'est évidemment fondamental. Et la question d'indépendance, chez nous, on l'a résolu de plusieurs façons, et je pense que les partenariats sont une piste. Bien entendu, c'est qu'au niveau du budget, on a un budget qui nous est donné, qui vient de plusieurs partenaires, et on travaille à l'intérieur de ce budget-là, et personne ne vient nous dire, et c'est un budget qui est donné pour 3 ans, donc une base triennale. Donc, on se dit, on est tranquille pour ces 3 années-là, et notre comité de direction nous dit, bien, allons dans ce champ-là ou dans ce champ-là. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on a quand même une très bonne indépendance par rapport aux politiques ou par rapport au milieu culturel. On travaille avec les deux. Par contre, et pour finir, je pense qu'effectivement, un des défis importants de l'Observatoire qui est en création ici, c'est de pouvoir livrer assez rapidement des résultats à l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est effectivement le premier défi. Et je pense que si j'ai une petite chose à leur suggérer, c'est de se trouver un mandat assez concis, assez efficace, qui pourra montrer justement les compétences et les qualités de l'Observatoire des sciences et technologies. Merci beaucoup, Dominique. Michel Perron. Alors, oui, rapidement sur les questions que vous avez posées, fort pertinentes, sur la question de la pertinence, justement, l'échelle de pertinence. Bien, oui, ça se pose également chez nous. Je pense que Dominique a répondu en partie pour ce qui s'adresse à nous, mais nous, comme association muséale, typiquement muséale, c'est certain qu'on examine notre univers de recherche est très précis, en quelque part, cerné à travers ce milieu-là. Mais également, il faut voir que l'action, en fin de compte, de l'Observatoire s'adresse vers les institutions muséales, donc revient vers les institutions muséales qui elles-mêmes qui donnent l'information de base, évidemment, mais c'est très clair également que ça touche plus large. Ça touche des populations plus larges et des publics divers. Voilà pourquoi, par exemple, même si le Québec est géographiquement un grand territoire avec une population, en fin de compte, polarisée, dans 2 centres principalement et ensuite dans plusieurs régions, bien, on a quand même dû développer, et ça, c'est une belle nouvelle, c'est un bon réflexe, mais c'est tributaire également de la culture de la SMQ qui prévalait. On a dû développer les outils en fonction de répondre, je pense aux enquêtes de fréquentation, par exemple, de répondre non seulement par champ disciplinaire, c'est-à-dire institution art, sciences ou histoire, par exemple, mais également par subdivision des territoires en différentes régions, et ainsi de suite. Donc, cette sensibilité au territoire, évidemment, est fondamentale. Et je pense qu'elle est une des clés de cette reconnaissance de pertinence. Alors, je répondrai à ça de cette façon-là. La question du degré d'indépendance est aussi extrêmement importante. Alors, la Société des musées québécois, je le disais tantôt, est un organisme privé sans but lucratif, mais, comprenons-nous, cette société vit quand même principalement de subsides de différents niveaux de gouvernement. Bon, c'est 22, 23, 24, 25 demandes de subventions par année à peu près pour faire un budget là, chez nous. Hein? On parle de ça. Donc, à quelque part, on est quand même dépendant, évidemment, des fonds publics. Les adhésions aux membres, par exemple, les cotisations, tout ça, ça représente, dans le meilleur des cas, 10 % des budgets, là, dans le meilleur des cas. Donc, cette notion d'indépendance, elle existe quand même, et je dirais qu'elle existe par définition même de la SMQ, dont la mission est de veiller aux intérêts supérieurs des musées et du milieu muséal québécois. Donc, on a une mission qui nous oblige à une distance du politique. La bonne nouvelle, c'est que cette position-là est admise. Elle est comprise et admise par les politiques. Et, à quelque part, je dirais qu'elle se mérite également.
comment dire, l'indépendance de discours, ça se mérite. Hein? Ça se mérite de quelle façon? Par de la crédibilité, parce que j'appellerais largement un fair play. Hein? Donc, c'est-à-dire de dire les choses honnêtement. Il y a une éthique, une ligne éditoriale qui est extrêmement importante. On s'est rendu compte très rapidement qu'un segment de notre auditoire de l'Observatoire qui était très présent, c'est le politique lui-même. On s'est très vite rendu compte de ça, que donc les instances politiques suivent très bien ce que l'on dit, ce qu'on analyse, les positions qu'on prend. Et je dirais que lorsque je dis que cette indépendance-là se gagne au quotidien, c'est qu'elle se base sur le raisonnable, le pondéré, le bien équilibré. Et puis quand il faut parfois pousser un peu plus fort, c'est qu'on aura pris tous les... je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a cette question donc d'intégrité de façon large. Mais ça, c'est un geste au quotidien. Et ça demande, techniquement parlant, ça demande que l'Observatoire, qui relève du service des communications chez nous, tienne mordicus indépendamment des pressions pour faire rapide, pour diffuser rapidement de l'information, des éléments comme ça, tiennent une ligne très, très claire à ce niveau-là de discours. Hein? Alors ici, lorsqu'on fait, par exemple, une analyse sur un dossier politique, il y a plusieurs personnes qui parlent sur le texte. Hein? C'est pas intuitif comme ça. Là, on analyse. Alors, je dirais c'est ça. Et ensuite, simplement la question de Madame sur cette possibilité, par exemple, de travailler avec les observatoires entre eux. J'ai presque envie de vous dire qu'à quelque part, c'est déjà un peu le cas, dans le sens où nous... on va poursuivre dans les jours qui vont suivre le colloque. Entre autres, on continue à travailler avec OSIM parce que, et d'un, comme je le disais tantôt, nous, on est en refonte de notre propre espace professionnel, de notre propre observatoire. Et à l'intérieur de ça, les discussions qu'on a avec OSIM sont très éclairantes et très stimulantes pour nous. Alors, en contrepartie, si on peut utiliser des bouts de ficelle, des choses qu'on a fait de votre côté, c'est parfait. Mais nous, on vient s'inspirer ici. Là. Merci. Voilà. Merci, Michel. Finalement, le général de Gaulle parlait d'indépendance dans l'interdépendance. Vladimir, brièvement, et ensuite on passe Je ne vais pas répondre au problème de Sarkozy, malgré que je pourrais, mais je crois que je ne dois pas le faire, comme ce n'est pas mon domaine, mais c'est très intéressant de toute façon. Pour moi, à tout ce que vient d'être dit, très brièvement, naturellement, notre observatoire, il a un conseil scientifique. Il y a un conseil scientifique qui se réunit formellement une fois dans l'année, c'est vrai, pas beaucoup, mais qui est très actif dans chaque domaine. Parfois, quand il y a un représentant qui est du recteur, qui n'est pas de notre université, qui est de notre université, il y a un représentant toujours scientifique, pas politique, scientifique, qui est un représentant du gouvernement qui est choisi dans une autre université, pas dans notre université. Il y a un représentant des études de biologie et de médecine de notre université qui est aussi dans ces... et des études d'ingénierie et de technologie aussi, non? Alors, bon, et pour moi, je sais pas, c'est facile et très compliqué en même temps, ces concepts. Comme journaliste que je suis, et je sais que l'objectivité, ça n'existe pas, évidemment, non? Mais pour moi, la dépendance, on pourrait tourner le problème et parler de crédibilité. On peut être très dépendant que ce n'est pas notre cas en principe, non? On peut pas, parce que le gouvernement nous a donné l'argent pour fonctionner. Mais jamais j'ai reçu une instruction, jamais j'ai reçu une instruction de dire il faut dire ça, il faut dire des choses, vous pouvez me croire ou non, mais c'est comme ça, non? Et pour moi, c'est la crédibilité. On n'existerait pas après 15 ans. Et un autre exemple, pour pouvoir maintenir le master, que c'est cher, parce que c'est payé comme un master professionnel, et c'est assez cher, et pouvoir maintenir 25-30 personnes chaque année, vous pouvez vous imaginer, c'est pas facile. J'avais une très bonne relation personnelle avec la responsable de communication du groupe Novartis. C'était comme ça depuis que j'étais journaliste.
Et on a eu toujours des relations très claires du point de vue communicationnel. Et je lui demandais, on veut faire ce master. Dans le temps, c'était Sandoz, pas Novartis, hein, avant de la merge avec Ciba. Et je lui demandais, on aurait besoin d'argent pour pouvoir maintenir le master en forme de bourse pour les étudiants, pour des bourses des étudiants. Et depuis le commencement, on a un fort budget de bourses de ce groupe. Je vous dis que jamais j'ai reçu une instruction de dire qui doit faire des classes ou enseigner dans le master. On invite Greenpeace, on invite tous les et jamais j'ai eu une instruction de... Évidemment, le jour où on parle des départements de communication, j'invite le département de communication à faire une session de 3 heures à 400 heures, en total que le master, où elle explique comment on fonctionne, mais j'invite aussi Bayer et notre alors, la crédibilité, c'est plus facile. C'est compliqué et facile en même temps, non? Voilà. Si on a la crédibilité, et si c'est clair, très clair, en chaque cas, et sur la politique culturelle, très brièvement, parce qu'on va traiter ça dans un atelier, je crois que on a vu comme la Commission européenne a incorporé le concept de société dans la science. Avant, c'était la science, et bon, je dis en général, qui marchait tout seul, disons, c'était pas vrai, mais tout seul. Maintenant, on incorpore la société, mais en même temps, il y a une matière qui nous manque, c'est d'incorporer la science aux politiques culturelles. Oui, absolument. Politiques culturelles, aux politiques culturelles, mais à tous les niveaux. Parce que c'est bien que le ministère de l'Éducation supérieure et Recherche part d'un observatoire, mais ce serait très bien aussi que dans ces observatoires, il y aurait le ministère de Culture aussi. Et ça devrait être comme ça. Et aussi dans les régions et dans les municipalités. Sur la municipalité, demain, je vous expliquerai ce qu'on a fait. Il y a une dimension science et art qui se développe. Oui, naturellement. Voilà. Alors, écoutez, vraiment, je crois que les intervenants nous ont bien nourris, on va dire les choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup à tirer de leurs interventions. Alors, la récompense de votre patience, ça va être le buffet offert par le Conseil régional. Et je donne la parole à Florence Bellarine, jeunesse d'un observatoire.